Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre entretien exclusif du jour que nous avons la chance de vous présenter après que la République démocratique du Congo et le Rwanda aient signé une déclaration de principes à Washington aux États-Unis, mais aussi après que les groupes AFC M23 et le gouvernement congolais soient en pourparlers au niveau du Qatar, à Doha. Et la question que nous nous posons, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Nous allons en savoir plus tout au long de cette émission, tout au long de cet entretien que nous avons l'honneur de vous présenter, et nous avons l'honneur de recevoir un des plus grands communicateurs, maître avocat, juriste de sa nation. Il s'agit bien sûr de maître Manix Iyenda, qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. Manix Iyenda, bonjour et bienvenue. Bonjour et grand merci Michel pour l'invitation. Ça fait très longtemps qu'on s'est vu. C'est un grand plaisir de partager à nouveau ces cadres d'échange avec vous. Merci beaucoup. Tout de suite, les pays, tous savons ce que la République démocratique du Congo traverse et qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une lueur d'espoir qui commence à se dessiner à travers des processus qui sont salués par une grande majorité des Congolais, mais aussi décriés par une autre catégorie des Congolais. Vous êtes en face de nous, vous êtes observateur et analyste. Comment analysez-vous d'abord cette déclaration de principe signée à Washington entre le gouvernement congolais et les gouvernements rwandais? Bon, d'abord cette déclaration entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est un signal fort qui démontre la volonté commune des deux États de s'inscrire dans une logique d'une paix durable pour le deux peuples, que ce soit le peuple congolais et le peuple rwandais. Mais d'abord, beaucoup plus le peuple congolais qui fait l'objet d'une agression rwandaise. Et c'est en même temps une continuité d'un processus qui a été préalablement entamé, le processus de Luanda, et aussi le processus de Nairobi, que je considère comme le cadre classique des règlements de conflits voulu par l'Union africaine. Aujourd'hui, il est vrai, certains principes sont posés, mais au-delà de principes, il faudrait s'en tenir aussi de la faisabilité de ces principes. Et je pense que ce serait la partie la plus importante où la RDC doit être regardant sur l'applicabilité de certains principes posés dans le cadre de cette déclaration qui traduit la volonté commune des deux États. Et donc moi, je salue parce que c'est un processus qui nous amènerait à une paix durable, tant attendue par la communauté internationale, par l'Union africaine, la SADC, l'EAC et principalement par la République démocratique du Congo. Une catégorie des Congolais pense que dans la signature de cet accord de principe, il y a une matière importante qui a été oubliée. Il s'agit de la justice. Qu'adviendra-t-il à tous ces Congolais qui ont perdu leur vie, à tous ces Congolais qui aujourd'hui ne savent pas retourner chez eux et vivre paisiblement, à tous ces Congolais, à tous ces enfants par exemple dont on a arraché leurs parents brutalement à travers ou à cause de cette guerre, parce qu'on se rend compte qu'en lisant ces principes, la question de la justice qui doit être rendue à ces Congolais qui ont péri n'est pas soulevée. Est-ce que vous avez l'impression que cette justice est oubliée dans cet accord de principe? Non, mais vous savez, cet accord de principe n'est que les préambules de l'introduction d'un accord qui n'est pas encore signé entre les deux États. Je vous ai dit, c'est le début d'une volonté manifestée par les deux antagonistes qui étaient diamétralement opposés sur plusieurs questions autour de l'agression rwandaise contre le Congo. Vous avez vu, nous étions à Luanda, qui est un cadre classique des règlements de conflit, sous la médiation du président angolais, par la bénédiction de l'Union africaine bien entendu, mais malheureusement, le processus de Luanda n'a pas pu réunir les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, autour d'un échange pour endiguer la problématique de l'insécurité de l'Est. Et donc aujourd'hui, le fait de voir les deux États émettre sur la même longueur d'onde pour chuter à un accord qui mettrait en avant-plan
la paix comme le terme de base de cet accord, mais aussi qui va tenir compte d'un certain nombre d'aspects, notamment le cas de la justice transitionnelle. Ce serait une option levée, je pense que par la RDC, parce que les crimes commis, les génocides, les carnages, les crimes contre l'humanité, les cas des déplacés ne doivent pas être impunis. Il est vrai, on va opter pour la paix, mais il faudrait quand même réparer les dommages causés, et cela sera relevé comme l'un des points soulevés par la République démocratique du Congo lorsqu'on va s'introduire à un accord proprement dit. Là, ici, on est juste dans une phase des principes, et les principes peuvent rester comme tels, mais l'applicabilité demandera la rigueur et même l'intransigeance de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'un rappel, ce que vous venez de dire? Parce que, oui, bien sûr, vous avez parlé de principes. Nous ne sommes pas encore arrivés à la signature de l'accord proprement dit. Mais dans ces principes, nous ne retrouvons pas la question de la justice. Est-ce un oubli? Parce qu'on a parlé de l'économie, on a parlé de la diplomatie, on a parlé de la souveraineté, on a parlé de la protection de nos frontières et autres. Mais nulle part, on a évoqué la question de la justice pour le peuple, pour la population de l'Est. Est-ce un oubli? Est-ce qu'on doit rappeler au gouvernement que lors de la signature de cet accord, que cette question de justice doit être prise en compte? Parce qu'on ne peut pas parler de la paix sans la justice. Je ne pense pas que c'est un oubli, mais prenons le cas comme tel, que ça pourrait être un oubli. Je pense que vous et moi, nous faisons un rôle de contrôle citoyen, soit exercé par les hommes et femmes des médias que vous êtes, soit par la population congolaise, les acteurs politiques, la société civile, sur la manière de faire du gouvernement. C'est-à-dire, cette responsabilité nous revient de rappeler au gouvernement, regardez, parmi les différents points que vous avez inscrits à l'ordre du jour pour un accord qui serait entre la RDC et le Rwanda, vous avez omis un point important qui est celui de la justice. Et je pense que le gouvernement congolais devra revenir sur ce point pour l'intégrer, parce que les crimes commis sur la partie est de notre pays ne doivent pas être impunis. Et donc ici, comme je l'ai dit au début, on n'est que dans une phase préliminaire du préambule d'un accord qui passerait entre la RDC et le Rwanda. Et donc à ce stade, chaque partie, que ce soit la RDC tout comme le Rwanda, chaque partie a un temps de réfléchir, d'analyser sur le bien fondé de cet accord de principe, de revenir pour réajuster les termes et les références afin d'opter pour une direction commune qui nous amènerait à une paix durable qui passerait par un accord dûment signé entre les deux États. Dans ces principes signés, nous avons aussi comme l'impression que les questions d'échange économique priment sur plusieurs autres points dont la population parfois ne tire pas trop attention. Par exemple, la question du contrôle de nos minerais ou encore la question de contrôle de nos parcs, mais aussi du lac que nous partageons avec les Rwandais. Cette question a soulevé une marée humaine impossible autour de ces partages. On dit que le Rwanda n'a pas de mine, n'a pas de minerais, et pourquoi nous devons le partager, le minerai congolais, nous devons le partager avec les Rwandais. Quel est votre avis par rapport à cette question? Moi, je pense qu'il y a une forme de désorientation de la compréhension de la question. Vous savez, la RDC joue un rôle très important dans la sous-région. Souvenez-vous, Frantz Fanon a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Et donc, de par la position de notre pays, nous jouons un rôle très important pour le développement de l'Afrique. À combien plus forte raison pour des États qui nous entourent, nos voisins naturels, parmi lesquels il y a le Rwanda. Dans cet accord de principe, si vous regardez avec beaucoup d'attention, on insiste beaucoup plus sur les partages des richesses au niveau de la région. On ne précise pas partage des richesses entre la RDC et le Rwanda. Bien qu'entre la RDC et le Rwanda, il y a une sorte de bilatéralité de contrat de développement
sur un certain nombre de secteurs auxquels la RDC est tenue de partager avec le Rwanda, notamment sur la question de gaz. Nous avons le lac Tanganyika avec qui nous partageons avec le Rwanda. Ce qui est tout à fait... Lac Kivu, pardon. Ce qui est tout à fait naturel. Et je pense que sur ce cadre-là, la RDC sera tenue de partager cette richesse avec le Rwanda, mais tout en respectant les respects et les parts des richesses prévues pour chaque État. Les questions de mines, je pense que c'est une question qui se rattache à la souveraineté de notre pays. Parce que le mine est une partie de notre sous-sol et de notre sol qui, du reste, relève d'un domaine régalien de la République démocratique du Congo. Déjà que nos lois de la République nous disent que le sol et les sous-sols sont de biens inaliénables de l'État. L'État ne peut pas le partager avec qui que ce soit. Parce que cela relève de notre domaine de souveraineté. Et donc, la RDC, dans son domaine de souveraineté, a plutôt le devoir de négocier dans le cadre d'une coopération sur un contrat de développement, non seulement avec le Rwanda, mais avec tout autre État. Aujourd'hui, il faut admettre la possibilité d'opter pour un échange de nos minéraux contre, par exemple, les infrastructures routières, nos minéraux contre le projet de développement sur le secteur de l'éducation, parce que nous avons besoin des infrastructures éducatives, nous avons besoin d'une éducation de qualité au profit de nos enfants congolais. Il faut admettre la possibilité d'échanger nos minéraux contre les industries, les entreprises à créer, qui va créer un vent et climat de développement au bénéfice de notre pays. J'ai toujours donné un exemple. À quoi sert pour un père de famille d'avoir des trésors, des biens précieux à la maison et de se rendre compte qu'il y a ton enfant qui tombe malade alors que ça demande des moyens pour le faire soigner? Je pense que le réflexe de tout père ou parent responsable serait d'échanger les trésors, les biens précieux de la famille pour sauver la vie de cet enfant qui est beaucoup plus précieuse pour la famille. Même le bon Dieu qui nous a accordé ces richesses se poserait autant de questions. Pourquoi vous, le Congo, laisserez autant de millions des enfants congolais mourir alors que vous avez les minéraux qui pourraient même sauver la vie des millions de Congolais? Et donc aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus important, c'est la vie de Congolais. Et le président de la République est dans cette optique de considérer la vie du peuple congolais comme le salut du peuple. Et comme vous le savez, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Et déjà que le président de la République, à l'entame même de son pouvoir, il a toujours insisté sur un contrat synalagmatique, c'est-à-dire un contrat qui exige une réciprocité d'obligations avec les autres États qui voudraient bien pactiser avec la RDC sur le contrat de développement. Vous avez vu, on a à une certaine mesure décrié, l'implication de certaines firmes internationales sur l'exploitation de nos minéraux, notamment Apple, qui est d'ailleurs en justice avec la RDC, sur l'exploitation illégale de nos minéraux qui servent aujourd'hui de la création de téléphonie mobile qui malheureusement ne profite pas à la RDC. Oui. Pourtant, le chef de l'État veut d'un contrat gagnant-gagnant. Vous avez besoin de nos minéraux, vous avez besoin de nos lithium, vous avez besoin de nos manganèses, diamants, or, nous avons besoin de routes. Nous avons besoin de la technologie, nous avons besoin des industries, nous avons besoin des entreprises, nous avons besoin des emplois créés au bénéfice de la jeunesse congolaise. Nous avons besoin de renforcer notre armée. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les richesses de la République démocratique du Congo, c'est aussi une opportunité pour endiguer la problématique de l'insécurité, mais il faut mettre en place une bonne politique managériale pour s'en servir de notre richesse au profit de la paix et au profit du développement de notre pays. Une autre question épineuse dans cette déclaration de principe entre la RDC et les Rwandais, c'est le point 4. Nous avons comme l'impression qu'on ne tire pas beaucoup d'attention sur ce point. C'est ce point qui évoque les retours des déplacés internes et des réfugiés. Nous nous rappellerons qu'il y a eu plusieurs vagues de déplacés rwandais qui vivent
aujourd'hui en RDC. On peut bien et bon dire qu'il y a aussi des Congolais qui vivent au Rwanda. Mais oui, bien sûr, c'est tout justement dernièrement à cause de l'insécurité. Mais c'est depuis 1960, c'est depuis 1885, c'est depuis des années qu'il y a eu plusieurs vagues de Rwandais qui vivent aujourd'hui en RDC et qui ont toujours posé cette problématique des nationalités. L'une des problématiques qui est à la base de cette guerre, de ces conflits entre la RDC et le Rwanda. Et ce point a été repris dans cet accord de principe. Comment cette fois-ci allons-nous s'y prendre pour que cette question ne soit plus l'une des questions autour du conflit entre les deux pays? D'abord, ce qu'il faudrait placer comme un accent de précision est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période d'éveil patriotique. Nous sommes dans une période de vigilance nationale et nous sommes dans une période où nous voulons arrêter cette hémorragie de l'infiltration, de l'agression rwandaise contre le Congo. Posez-vous des questions. Pourquoi la grande bataille que nous avons aujourd'hui, tant sur le plan militaire que sur le plan diplomatique, tant sur le plan politique que sur le plan économique, cette bataille, nous ne l'avions pas connue il y a 18 ans passés. C'est parce que, avec l'avènement du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons accéléré sur l'accélérateur qu'on appelle l'éveil patriotique. Et nous savons d'où nous venons avec le Rwanda. Nous sommes conscients de notre parcours avec le Rwanda. Souvenez-vous, depuis 1935, la République démocratique du Congo, à l'époque même du colon belge, nous avions créé au nom de notre hospitalité, en tant qu'un État voisin, un État ami, nous avions créé un premier corridor humanitaire lorsque la grogne sociale avait frappé le peuple rwandais. Effectivement. Et les colons belges avaient même créé ce qu'on appelait à l'époque la MIB, la mission d'intégration des Banyarwanda, pour installer les réfugiés rwandais qui souffraient de la famine. C'était au nom de l'hospitalité humanitaire et la RDC l'avait fait. Souvenez-vous encore lors du génocide rwandais en 1994, nous avions accordé un deuxième corridor humanitaire. Effectivement. Au nom toujours de notre hospitalité en tant qu'un État voisin. Et nous avons permis qu'il y ait une migration, un flux migratoire d'un bon nombre de sujets rwandais. Et cette hospitalité est la cause des conflits, de nos malheurs aujourd'hui. Effectivement, ça c'est une trajectoire historique. Et la République démocratique du Congo et ses dirigeants, nous sommes tous conscients de ces parcours-là. Même lors de l'entrée de l'AFDEL, qui a infecté d'ailleurs les structures de sécurité et défense de notre pays, notamment l'armée et les services des renseignements, il y a eu beaucoup d'éléments rwandais qui ont infiltré l'armée congolaise, même au point d'avoir un général d'état-major sujet rwandais à la tête de l'armée congolaise. C'est des réalités que nous avions vécues. Mais Tshisekedi est parmi le Congolais qui répercute les sermons de Mosè Laurent Désiré Kabila, qui nous a toujours dit « ne jamais trahir le Congo ». Souvenez-vous, Tshisekedi nous a dit, sur cette question de la sécurité de la partie Est, je suis prêt à donner ma vie pour garantir l'intégrité du territoire congolais. Je suis prêt à donner ma vie pour ne pas céder, ne serait-ce qu'un territoire, au profit du Rwanda. Je suis prêt à céder ma vie pour garantir la protection intégrale de la vie du peuple congolais qui, du reste, est sacré. Et donc, dans cette phase, rassurez-vous que le dirigeant congolais serait regardant sur le moindre détail en ce qui concerne le sujet rwandais sur le territoire congolais. Mais j'ai entendu, on parle de réfugiés, de 100 000 réfugiés congolais qui se trouveraient sur le territoire rwandais que l'on doit ramener ici au Congo. Mais il ne suffit pas de dire qu'il y a 100 000 sujets congolais comme réfugiés sur le territoire rwandais. Parce qu'il y a des structures qui s'occupent sur cette question de réfugiés. Il y a des structures internationales, il y a des ONG à caractère international et national qui évoluent sur les territoires congolais. On va évaluer, on va regarder avec beaucoup plus d'attention sur l'authenticité des statuts de ceux-là qu'on appelle les réfugiés pour éviter à nouveau les cas d'infiltration de sujets rwandais sur le territoire congolais. Donc rassurez-vous que le président Tshisekedi est dans une posture de résilience, d'éveil patriotique et on va ensemble, avec les dirigeants congolais, veiller sur le moindre détail en ce qui concerne les questions de l'État
les questions de la souveraineté et les questions de sujets congolais, tout comme de sujets rwandais. Manik Siyenda, aux côtés de la signature de cette déclaration de principe entre la RDC et le Rwanda à Washington, il y a un autre processus qui est en cours au niveau du Qatar à Doha, où enfin nous avons vu le gouvernement congolais aller s'asseoir à la table avec les groupes AFC M23 pour entamer des négociations au sujet toujours de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et vous l'avez si bien dit, nous sommes dans cette voie de l'éveil patriotique aux côtés de nos dirigeants. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Pourquoi nous avons attendu qu'il y ait tous ces morts à l'est, qu'il y ait toute cette situation humanitaire grave qui est décriée par les populations congolaises vivant à l'est? Pourquoi nous avons attendu? Pourquoi nous avons perdu tout ce temps et accepté de négocier, de dialoguer avec ces rebelles aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Je ne pense pas qu'on a perdu le temps. Je vous ai dit que la République démocratique du Congo est dans une posture de résilience et même de résistance contre les ennemis du Congo. Puisque vous avez parlé des processus de Doha, je vous ai dit au début que nous avons deux cadres des règlements de conflit entre la RDC et le Rwanda. Il y a un cadre qui est officiel, c'est un cadre classique des règlements de conflit. C'est le cadre du processus de Luanda et celui de Nairobi, voulu par l'Union africaine qui a même accrédité la médiation pour mettre la paix entre la RDC et le Rwanda. Et aux côtés de ces cadres classiques des règlements de conflit, il y a un autre cadre non officiel qui s'ajoute. C'est celui de Doha et le cadre de Washington. Il s'agit des initiatives prises par des États amis à la RDC, il s'agit des Qatar et des États-Unis, pour proposer à la RDC et au Rwanda une voie de sortie afin d'obtenir une paix durable. Parce que la RDC ne poursuit qu'un seul objectif, celui de la paix, et non de verser le sang de peuples africains. La RDC ne peut qu'être flexible lorsqu'il s'agit de toute proposition tendant à nous proposer la paix et une paix durable. Vous avez parlé de principe et tout au long de cet entretien, on ne cesse d'insister sur le principe. Mais il y a un autre principe de la vie qui nous dit on ne négocie qu'avec un ennemi. On ne cherche la paix qu'avec un ennemi. Avec un ami, vous n'avez pas besoin de la paix parce que la paix s'y installe déjà. Avec un ami, vous n'avez pas besoin de vouloir négocier autant parce qu'il y a déjà un climat d'amitié et un climat de paix. Parce que nous devons négocier avec les ennemis. Nous avons des ennemis à deux niveaux. Il y a des ennemis nationaux, c'est-à-dire des Congolais qui se sont recroquevillés au coin de la République en tenant les armes pour combattre le régime de Kinshasa. Il y a aussi de l'autre côté des ennemis étrangers, le Rwanda, qui devient un instigateur de certains groupes militaires en vue de profiter de nos richesses pour maintenir les niveaux économiques de son pays. Mais parce qu'il faut parler avec des ennemis. Déjà, nous avions accepté de parler avec le Rwanda, qui est un ennemi étranger. À combien plus forte raison avec des ennemis qui portent la nationalité congolaise. Et donc, c'est quand même important de se retrouver autour d'une table pour prendre en compte les réclamations, les doléances, les points soulevés par le M23 et l'AFC de Corneille Nangaa afin de trouver un terrain d'attente qui va nous faire chuter à un seul objectif qu'on appelle la paix. Je vois certains exhumer les discours du président de la République lorsqu'il disait que je ne peux jamais négocier avec les rebelles, les pantins. Ouais. Vous savez, lorsqu'on est dans un contexte diplomatique et même dans un contexte politique, il y a un discours qu'il faut tenir. Et chaque discours correspond par rapport à l'atmosphère du climat politique du moment. Et donc, il y a eu un moment où il faudrait que la RDC reste sur sa position d'augmenter les enchères, dire au Rwanda, niet, je ne peux pas négocier avec vous le Rwanda. À un moment donné, il faudrait évoluer parce que
les climats de négociation évoluent. Souvenez-vous, il y a une période où l'AFC de Corneille Nangaa avec le M23 ne parlait même pas de négociation. Ils avaient levé la seule option d'arriver à Kinshasa, renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi et mettre fin à ces régimes de Tshisekedi. Aujourd'hui, même dans le cas de l'ennemi, le narratif a changé. Aujourd'hui, Nangaa, pareil pour le M23, eux tous parlent d'un dialogue, d'une négociation avec le gouvernement de Kinshasa. Ce qui explique quand même un progrès en termes de narratif. Et donc, il faudrait pour le gouvernement congolais d'évoluer également avec ses politiques, ses exigences et ses conditions à poser. Mais entre le rebelle et l'État congolais, qui est perdant dans cette bataille? Je pense que c'est nous, l'État congolais. Nous avions perdu beaucoup de sujets congolais. C'est-à-dire s'il y a une partie qui doit beaucoup plus privilégier un climat de dialogue, d'échange et de la paix, ça doit d'abord être la RDC. Parce que le président Tshisekedi, aux côtés de ses politiques publiques brises, il y a la pression de la population congolaise. Il y a cette pression qui le rappelle tout le temps. Monsieur le président Tshisekedi, est-ce que vous ne pouvez pas, au nom de la paix, négocier avec l'AFC de Corneille Nangaa, au nom de la paix, négocier avec le M23? Comme je vous ai dit au début, pour le président Tshisekedi, les saluts du peuple étant la loi suprême, et donc il faille transcender la dimension de clivage, qui est une dimension politique traditionnelle, pour opter pour la dimension de préserver la vie du peuple congolais. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Le président Tshisekedi ne regarde que le peuple à qui il a le devoir et la responsabilité de sauver la vie et même de garantir l'intégrité territoriale de son pays. Et c'est ce que le président Tshisekedi le fait. Et s'il le fait pour obtenir des résultats clairs qui vont nous aboutir à une paix, je pense que ce serait un pari gagné. Gagné. Un pari gagné, mais nous savons, et l'histoire nous rappelle, que c'est parfois par manque de respect des accords que nous retombons toujours dans les conflits avec les pays voisins, avec les pays frontaliers ou encore avec le pays avec qui nous tissons des relations diplomatiques. Qu'est-ce qui nous rassure? Que cette fois-ci, les accords qui seront signés entre, que ce soit la République démocratique du Congo et les Rwandais, que ce soit la République démocratique du Congo ou le gouvernement congolais et le mouvement rebelle AFC M23 seront respectés par les deux camps pour qu'enfin une paix durable s'installe. Vous savez, je vous ai dit que le paysage politique d'aujourd'hui n'est pas à comparer au paysage politique d'hier. Lorsqu'on a parlé de l'accord du 23 mars 2009, l'Union africaine n'était pas de la partie. La SADC n'était pas impliquée. L'EAC n'était pas impliquée. L'Union européenne n'était pas impliquée. Autant pour les Nations unies n'étaient pas impliquées. Ça veut dire aujourd'hui, nous sommes arrivés à une dimension où chaque partie qui va devoir signer l'accord pour la paix doit respecter ses engagements. À défaut de quoi, il y aurait des représailles de certaines organisations internationales, notamment le cas du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui déjà en amont avait pris une résolution à caractère contraignant contre l'État rwandais, considéré comme l'agresseur du Congo. Et donc, si le Rwanda ne respecte pas, il y aurait des mesures d'ordre militaire prises par les Nations Unies pour contraindre le Rwanda à respecter l'accord, notamment sur la question de la cessation des hostilités, sur la question de retrait des éléments rwandais sur le territoire congolais. Il y aura un moment où on doit contraindre par la force dissuasive, la force de l'armée. Cette fois-ci, ça sera l'implication de la communauté internationale contre un seul État qu'on appelle le Rwanda, si seulement le Rwanda ne respecte pas l'accord avec la RDC. Et donc, nous sommes dans une phase très cruciale qui lie les États face à leurs engagements, parce qu'aux côtés de la RDC et du Rwanda, il y a des témoins qu'on appelle les États-Unis, la France, la Belgique, l'Union européenne, les Nations Unies, l'Union africaine, la SADC, l'EAC, l'Angola et tant d'autres partenaires de ces deux États. Ils sont le témoin et c'est à eux de témoigner la bonne foi et la sincérité de chaque partie dans ces 10 accords. On a comme l'impression que le mouvement rebelle, avant même de se rendre au Qatar, a posé des préalables et que ces préalables sont apparemment pris en compte.
et que la République démocratique du Congo ne semble pas, ou encore le gouvernement congolais ne semble pas avoir posé des préalables. Pourquoi je l'ai dit? Parce que sur terrain, la situation est tout autre. Comment sommes-nous? Nous sommes en train de signer des accords de principe, alors que sur terrain, les mouvements rebelles et l'armée rwandaise sont en train de continuer à gagner du terrain. Nous avons appris dernièrement, selon les informations, que le territoire de Kalehe est encore retombé sous le contrôle de l'AFC M23. Nous avons de preuves que jusqu'aujourd'hui, l'armée rwandaise continue à exister à l'est de la RDC sur les sols congolais. Pourquoi le gouvernement congolais n'a pas commencé par poser des préalables, comme par exemple que l'armée rwandaise quitte le territoire congolais, que l'AFC M23 cesse de progresser avant toute négociation? Vous savez, c'est cela la difficulté d'opter pour une voie diplomatique. La voie diplomatique, elle est longue. La voie diplomatique nous prend beaucoup de temps pour arriver à une phase d'exécution de tout ce que nous avions signé comme accord avec les protagonistes. Et nous devons souffrir de cette largeur ou longueur parce que la République démocratique du Congo encaisse le coût, et en termes de perte de vies humaines, et en termes de territoires occupés, mais aussi en termes de dégâts matériels, parce qu'il y a certaines infrastructures publiques qui sont détruites à cause de cette guerre d'agression contre le Rwanda. Mais après, je pense que la RDC doit tirer les conséquences. Vous savez, moi, je l'ai toujours dit, une paix obtenue par la voie des négociations ou par la voie diplomatique n'est qu'une paix temporaire. Mais une paix obtenue par la victoire de notre armée, c'est cela une paix durable. Et donc aujourd'hui, il faut que la RDC considère la voie diplomatique comme une stratégie de gagner le temps. Oui, on va gagner le temps, mais en même temps, il faut renforcer notre armée. En même temps, il faut augmenter le budget pour l'armée congolaise, doter à l'armée d'un dispositif matériel important pour faire la guerre contre les ennemis de demain. Parce qu'aujourd'hui, on peut obtenir la paix avec le Rwanda, mais demain, il y aura un autre ennemi. Si ce n'est pas le Rwanda, ce serait l'Angola. Si ce n'est pas l'Angola, ce serait le Burundi. Si ce n'est pas le Burundi, ce serait le Congo d'en face. Comment la RDC va se tenir lorsqu'il sera en face des futurs ennemis qui viendraient pour le même velléité que le Rwanda aujourd'hui? Et donc, il faudrait profiter de ce temps diplomatique pour renforcer notre armée, former nos militaires de guerre, acheter des bateaux de guerre, des hélicoptères de guerre, former des commandos de guerre, parce que la souveraineté d'un État ne peut être préservée que par la force de son armée, la force d'une armée à défendre l'intégrité territoriale. Et donc aujourd'hui, nous allons souffrir avec vous de la lenteur de cette voie diplomatique que nous avions choisie, parce que d'une part, l'ennemi pose des conditions, et de l'autre côté, la RDC pose aussi ces conditions, et ça va nous prendre un peu du temps pour arriver à l'exécution d'un accord qui nous apporterait une paix, je dirais une paix durable, bien que je reconnais une paix durable n'est pas possible avec une voie diplomatique. Manik Sienda, avant que vous soyez resté sur ces plateaux, nous avons également essayé de parcourir plusieurs et beaucoup de tes publications en tant que personnalité publique. Nous sommes tombés sur des de tes publications qui ont retenu notre attention. Dans une des publications, vous écrivez, je cite, « Plus tu critiques les gens qui ont la grâce, plus tu t'attaques à celui qui donne la grâce, plus tu diminues ta grâce. Arrêtez d'attaquer gratuitement cet homme, Vital Kamerhe. » Fin de citation. Dans une autre publication, tu écris, je cite, « Il mérite les excuses de tous ceux qui l'ont insulté à cause du terme dialogue. Vital Kamerhe. » Fin de citation. Pouvons-nous comprendre ce que tu veux dire par ces publications? Vous savez, depuis un temps, j'ai développé un sentiment de compassion et même de sympathie à l'égard de l'honorable Vital Kamerhe. Je me suis rendu compte que Vital Kamerhe est un acteur politique et le seul qui a encaissé beaucoup de coups
durant tout son parcours politique. Il a encaissé le coup de l'humiliation. Il a encaissé le coup du dénigrement. Il a reçu des propos le plus désobligeants de la part de ses partenaires. Il a encaissé le coup de non-respect à l'égard de sa fonction et même de son rôle joué au sein de la République. Il a encaissé beaucoup de coups. Et du coup, je le regarde avec ce sentiment de compassion, de pitié et même de sympathie. Mais je me suis rendu compte que beaucoup de gens profitent maintenant du fait que l'honorable Vital Kamerhe a une grandeur d'âme, un grand cœur d'encaisser les coups. Comme on dit ici à Kinshasa, a commis le roi Mabele a pété pour n'abattre mon sous. Kamerhe a commis le roi une chaise publique au Motonio, il faut vendre. Kamerhe a commis le roi une échelle au Motonio, pour mater politiquement, il faut mater l'escalier au Togo à Vital Kamerhe, pour comme quelque part. Moto pour gagner confiance à Tata Mokondiambo, il faut finir Vital Kamerhe. Moto pour avoir une crédibilité dans l'opinion, il faut discréditer Vital Kamerhe. Mais au-delà de tout, l'homme, l'acteur politique, a choisi la voie du silence. Au-delà de tout, il reste réservé, il reste sobre. Au-delà de tout, il a choisi ne pas répondre à tout cela qui l'attaque, qui l'invective, qui l'insulte en longueur de journée. Une telle personne mérite quand même des soutiens inconditionnels des gens comme nous autres. Vous savez, moi, je n'ai jamais vu Vital Kamerhe. Je ne le connais pas, c'est vrai, je le connais de nom et de son statut, parce que c'est un homme public. Mais je n'ai jamais eu un contact avec cet homme, on ne s'est jamais vu, on n'a jamais parlé. Mais parce que je suis défenseur des causes nobles, ce n'est pas normal de vivre dans une société où les gens se lèvent le matin, commencent à insulter, à attaquer, au point même à faire des menaces de mort contre un individu qui n'a rien fait. Vous savez, lorsque j'avais vu le procès, 100 jours, lorsque j'ai vu l'attitude de M. Vital Kamerhe, c'était ce jour que je m'étais rendu compte que s'il y a des hommes d'État dans ce pays, alors il faudrait compter Vital Kamerhe parmi ces hommes. Il a fait preuve d'une grandeur légendaire. Il a préservé ce qu'on appelle les secrets d'État. Il a préservé la sacralité du statut de la fonction du président de la République. Il a accepté d'être sacrifié pourvu que la peau du président de la République soit maintenue intacte. Vous savez, vous ne pouvez pas être leader si vous n'êtes pas au point, ou si vous n'êtes pas capable de donner votre vie pour les autres. Jésus-Christ, qui est le leader par excellence, nous donne un exemple le plus éloquent. Il a donné sa vie pour nous autres. Il a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Et Vital Kamerhe était prêt à donner sa vie pour garder la réputation politique du président de la République. Mais ce qui est curieux, certains membres au sein de la famille politique du président de la République continuent d'attaquer un tel homme, continuent d'attaquer un tel monsieur qui préserve les intérêts du président de la République. Bien avant même que le président de la République ne soit élu et assume sa fonction en tant que président de la République. Vital Kamerhe et Tshisekedi étaient sur le même pied d'égalité en tant que challenger politique. Effectivement. Accord de Genève. Genève, voilà. Kamerhe s'est retiré. Vital Kamerhe s'est retiré, Tshisekedi s'est retiré. Ils étaient sur le même pied d'égalité. Mais ils sont allés à Nairobi. Encore une fois, Vital Kamerhe a fait preuve d'une grandeur. Il a accepté d'inféoder son combat politique, sa vision politique, son engagement politique, ses idéaux politiques qu'il a toujours eu pour le peuple au profit d'un candidat qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le président a été élu. Il a battu campagne pour le président. Il a parcouru toute l'étendue du territoire national pour le président Tshisekedi.
Il a porté le numéro de son candidat, le président Tshisekedi. Il a voté son candidat, le président Tshisekedi. Mais après les élections, cet homme devient un animal à abattre. Il faut tuer Kamere. Pourquoi? Parce qu'il propose une voie de sortie à une crise qui caractérise le pays aujourd'hui. Je viens de voir certaines vidéos de M. Augustin Kabouya contre l'ancien secrétaire général du parti UDPS, Jean-Marc Kabouya. Kabouya qui se permet de dévoiler un certain nombre de secrets, que je considère comme secrets d'État. Parce qu'un homme politique ne se permet pas de dire tout ce qui passe dans sa tête. Et lorsque je voyais Kabouya, moi je pensais à Vital Kamerhe. Quand Kabouya était en train de mettre à la place publique les choses cachées, les secrets politiques de leur famille politique à la place publique, je pensais à Vital Kamerhe. Je me disais, et si Vital Kamerhe mettait à la place publique les imperfections du président de la République? Parce que c'est un homme, il a ses erreurs, il a ses imperfections. Quel serait l'avenir de cet homme? Et donc, j'ai vite compris que lorsque vous mettez quelqu'un comme Augustin Kabouya, Vital Kamerhe, vous comprenez que vous avez affaire à un politique et un homme d'État. Parce qu'un homme d'État doit avoir la capacité d'encaisser. Mais celui qui encaisse, il n'encaisse pas parce qu'il est faible. Il encaisse simplement parce qu'il a compris que les batailles d'aujourd'hui sont de petites batailles. Les gens qui me combattent aujourd'hui, en réalité, ne sont pas mes adversaires. Même dans un combat de boxe, poids lourd, poids léger, c'est une perte de temps. Effectivement. Moi, il y a 10 ans, il y a 2 ans, il y a 5 ans, c'est une perte de temps. Et donc, Vital Kamerhe a compris qu'il faut économiser les énergies pour le grand combat du futur. Les combats des injures, ce sont de petits combats. Les injures sur les réseaux sociaux, ce sont de petits combats. Cet homme a compris qu'il faut gagner le temps, économiser mon énergie, parce que devant le grande bataille de la République, c'est alors que je vais me pointer dans le ring et combattre avec ceux qui vont me battre avec moi sur le même ring. Ça, c'est un aspect. Je reviens sur l'aspect de la grâce. Et oui, on ne combat pas celui qui a la grâce. Plus vous combattez celui qui a la grâce, plus vous augmentez sa grâce. Grâce à la moto à koni. Yo na moto no akoni, na pe na moto na akoni. Plus yo ko grâce na nga okolongola ba koni na moto no ko tia na moto na ekopela o ayo ekokufa. De la prison de Makala à la présidence de l'Assemblée nationale. Simplement parce que balongoli ba koni na bango ba pelisi moto Kamerhe. La grâce. La grâce. À celui qui a la grâce, on ne le combat pas. Si tu comprends que mon ami a la grâce, tu viens, entre dans sa grâce. Et au travers sa grâce, il va alimenter ta grâce et tu vas te retrouver après. Regardez au Sénégal, celui qui était censé devenir le président de la République est aujourd'hui le Premier ministre et celui qui devait travailler pour la campagne du président est aujourd'hui le président de la République parce que celui qui est Premier ministre aujourd'hui, il a compris que je dois entrer dans la grâce de celui qui est devenu président. C'est la grandeur. Et la grandeur loge dans l'humilité. Vous savez, vous ne pouvez pas être un homme humble sans être grand. L'humilité, c'est la grandeur qui accepte de descendre. Et Vital Kamerhe, c'est un homme grand, humble, qui accepte de descendre, qui accepte d'encaisser le coup, qui accepte de recevoir les injures, qui accepte de porter sur son dos les sacs de mépris, des injures. Mais je pense, en homme de Dieu qu'il est, il y a un moment, azwara sac né à ma finga, sac né à banjure, il y a un dénigrement, à soumettre en patata en colo. Seigneur, voici mes charges. Je suis rempli des insultes. Et le Seigneur lui dit, renverse tes charges, reprends ton sac vide et continue ta marche. Et tu demandes à toute la République de demander pardon à Vital Kamerhe. Juste pas. Plus particulièrement à ceux-là qui l'ont vilipendé. À
cause de sa proposition. Malheureusement, aujourd'hui, on donne raison à Vital Kamerhe qui parlait déjà du dialogue. J'ai vu des gens insulter Kamerhe parce qu'il a proposé à la République d'opter pour la voie d'un dialogue avec l'ennemi. Où nous en sommes? Ceux-là qui ont fait des émissions, encore que je ne voudrais pas faire le parallélisme entre le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, mais seulement j'ai vu un procès du président du Sénat contre un journaliste congolais, Gauthier Sey, dans la justice. Parce que le président du Sénat estime qu'il a été diffamé. On l'a insulté. Alors que Vital Kamerhe a subi les mêmes faits, les mêmes injures, les mêmes diffamations. C'est la grandeur. Et il faudrait que ces gens-là aient la capacité de reconnaître qu'ils ont fait du mal à quelqu'un et de venir humblement dire à Vital Kamerhe, pardonnez-nous. Ce serait simple et c'est par là que l'on construit et que l'on renforce notre fraternité nationale en tant que frères congolais. Il arrive des moments où nous avons des bobos, mais lorsque nous reconnaissons nos erreurs, lorsque nous partageons un pardon mutuel, c'est alors que nous serons un peuple fort. Manix Ienda, nous arrivons à la fin de cette émission, mais il y a une question d'actualité dont nous voulons quand même avoir ton point de vue en tant que leader d'opinion, mais aussi en tant que celui qui, l'autre fois, a porté un combat. Le combat de voir la ville de Kinshasa devenir une ville vivable. Aujourd'hui, cette ville est presque invivable. Est-ce un problème des leaders, de leadership, ou un problème de moyens, ou encore un problème de civisme? Mais au-delà de ça, il y a une polémique qui vient de naître autour de la construction ou de la réhabilitation du marché central de Kinshasa, communément appelé Zando, où l'ancien gouverneur est indexé dans les détournements des fonds. Nous allons chuter par ces deux questions, surtout que vous portez cette ville dans votre cœur. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est vrai que Kinshasa a un problème criant de leadership, un problème d'homme. Ça va faire plus d'une décennie que Kinshasa manque de vrais leaders à la tête de cette province. Vous savez, Kinshasa, malheureusement, à ce que les gens pensent que Kinshasa n'a pas de richesse. La plus grande richesse de Kinshasa, c'est d'abord sa population. Nous avons une démographie qui va au-delà de 20 millions d'habitants. En termes de démographie, Kinshasa est plus grand que le Rwanda, plus grand que le Congo d'en face, plus grand que le Gabon, plus grand que le Burundi. Et comme vous le savez, la population peut être transformée comme une plus-value, une valeur ajoutée pour booster l'économie d'un pays. Si nous mettons en place de véritables politiques de fiscalité, la même population va se transformer à de véritables contribuables pour payer les taxes et impôts au profit du trésor public provincial. Kinshasa a des ressources, mais malheureusement, nous n'avons pas de bons managers à la tête de la ville. Avec cette population, si nous créons des sociétés de transport, ça va renflouer l'enveloppe financière de la province. Avec cette population, si nous mettons en place une bonne politique d'élevage, une bonne politique agricole, je n'ai jamais compris pourquoi dans notre pays, les gens pensent que l'État ne peut pas faire l'élevage. L'État n'a pas beaucoup la bangoulou. L'État a beaucoup de bangoulou, bangoulou baboti, l'État a teke les populations bangoulou. L'État peut construire ses propres maisons parce que l'État peut être bailleur et sa population peut se transformer comme des locataires de l'État. Avec cette population, nous pouvons générer beaucoup d'argent. Je n'évoque même pas les aspects des infractions commises à temps et à contre-temps. Tout le temps, il y a des injures publiques. Nous pouvons mobiliser de l'argent. Il y a des violations des règles liées à la route, la violation du code de la route. Ça peut générer de l'argent au profit de Kinshasa. Et donc, Kinshasa a un problème de leadership et un problème de gouvernance. Djantini Ngobila et la construction du marché ZAN, les dessous des cartes. Mais vous savez, aujourd'hui, encore une fois, j'ai l'impression que les gens s'accrochent beaucoup plus aux clameurs publiques, aux rumeurs, aux spéculations, au jugement facile du tribunal des réseaux sociaux.
Vous savez que Jésus-Christ a été crucifié à cause de la clameur publique. Les gens, au nom de la clameur publique, ont préféré Barabbas, qui était un criminel, en lieu et place de Jésus-Christ, qui n'a jamais péché. Et pour ça, Jésus-Christ a été crucifié. Aujourd'hui, on veut crucifier Jean-Tini Ngobila. Pourtant, dans l'histoire noire de cette ville, province de Kinshasa, Jean-Tini est le seul gouverneur qui s'est distingué de tous. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, le 30 juin 1960, Jean-Tini Ngobila est le seul gouverneur qui a doté à la République un édifice qui redore le blason terni, qui donne à notre pays la fierté de vivre et de se reconnaître comme un État indépendant et souverain. Et l'édifice, ça s'appelle le marché central des Zando. Est-ce que vous savez que le palais du peuple, ce bâtiment du palais du peuple a été construit sur fond des Chinois? Ici, l'immeuble qui abrite le ministère de l'Intérieur, les Chinois. Le musée national, les Coréens. Le centre culturel qui est en face du palais du peuple, les Chinois. Et Stade des Martyrs. Stade des Martyrs, pareil. L'immeuble qui abrite la télévision nationale, la RTNC, les Français. Paul Wangué, les Européens. Paul Maréchal, les Japonais. Palais de la Justice, les Européens. En fait, Union Européenne. Mais aujourd'hui, nous avons un édifice qui est considéré comme le plus grand marché de l'Afrique centrale. Marché central et à Zando. Construit sur fonds propres et congolais. Par les génies Ngobila, un génie congolais. Tant Ngobila banek au bout à Zando, personne ne croyait qu'Ngobila pouvait construire ces marchés-là. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Combien de rapports qu'on n'a pas fait auprès du président de la République pour discréditer Jean-Tini Ngobila au sujet de ces grands marchés Yazan. On a même amené des Libanais aux côtés du président, avec des capitaux étrangers, pour financer la construction du marché central des Zando, mais au profit d'une exploitation de plus de 30 ans pour le bénéfice de ces Libanais-là. Mais ça fait partie des révélations que Mike Moukebaï venait de faire. Mike Moukebaï est dans un mensonge qui ne dit pas son nom. Et je me suis rendu compte que Moukebaï ne connaît même pas les méandres de ce dossier-là. Parce que Moukebaï parle d'une signature d'exploitation du marché de plus de 25 ans, alors que Jean-Tini Ngobila a ramené des partenaires qui vont exploiter le marché juste pour une durée de 4 ans et demi. Qui dit vrai? À la population des jugés. Sogema qui est venu comme une entreprise de prestations. C'est Sogema qui a construit le marché central Zando. Mais nous avions eu un problème de financement. L'hôtel de ville, en concertation avec Sogema, ont su convaincre une banque de la place, Sophie Bank, pour mettre du crédit. Et par les génies Ngobila, on a créé un compte séquestre pour mettre cet argent afin de réaliser toutes les activités relatives au marché central des Zando. Et là où nous sommes aujourd'hui, Zando est pratiquement dans une phase finale. D'ici peu, le président de la République viendra pour inaugurer. Et en même temps, ce marché-là va jouer un rôle très important dans le boostage de notre économie nationale. Vous imaginez le nombre d'emplois que cela va créer? Vous imaginez le boom économique dans le ménage de plusieurs Congolais? Lorsqu'il y a des gens qui font de bonnes choses, il faut à la limite les accompagner et les soutenir. Il n'y a qu'au Congo, lorsqu'on reconnaît les mérites des autres, on vous traite de Djalelo. Djalelo. Quand on reconnaît que Michel, c'est un journaliste de qualité, il fait très bien son travail, Djalelo. Les gens préfèrent plus le critique que de reconnaître les mérites et le bon travail des autres. Alors s'il y a des Djalelo, il faudrait aussi considérer les gens qui critiquent comme des Djalelo, mais dans un sens négatif. Négatif. Malik Sienda, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, de cet entretien. Merci d'être venu répondre à nos questions. Si vous avez un mot à adresser à la population congolaise, qu'est-ce que vous voulez dire? Tolinga Congo, Totosa Congo, Tosalela Congo, Totombola Congo, Tomema Congo et Kendeli Bosso.
Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres durant tout cet entretien dont nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Manix Ienda. Il nous a éclairé autour de plusieurs questions d'actualité, mais surtout autour de ces deux questions épineuses concernant bien sûr la déclaration de principe signée à Washington, mais également les processus des Doha. Restez branchés sur nos canaux. Nous vous retrouvons bientôt pour un nouveau entretien. D'ici là, restez branchés. Merci.